Des algorithmes génétiques. Avant de commencer, je vais vous parler d'un truc que je connais super bien, moi. On a peut-être perdu une télé, mais c'est pas grave. Donc moi, je suis Corentin Thomaset, ça fait 2 ans que je travaille à Indy en tant que full stack dev. Avant ça, j'ai fait de l'alternance chez EDF, qui change pas mal. Et j'ai aussi fait pas mal d'open source. J'ai notamment créé ce superbe site, je sais pas si vous connaissez, ittool.tech, qui est un petit agrégateur de plein de petits outils pour les devs. Et ça commence à avoir pas mal de traction sur GitHub, une petite communauté. On est à 4000 stars. Je compte sur vous pour voir ce compteur monter à la fin de la presse. Donc aujourd'hui, on va parler du coup d'algorithmie génétique. Donc en une phrase, c'est s'inspirer en gros de la nature et du fait que dans la nature, les individus ils évoluent, ils s'adaptent à leur milieu pour répondre un peu aux problématiques locales, c'est-à-dire survivre, manger et se reproduire. Donc, quid de la biologie? Il y a 3 choses qu'on va prendre de la biologie qui nous intéressent pas mal. C'est premièrement la transmission des gènes, le fait qu'on ait 2 individus qui vont potentiellement se reproduire et créer un nouvel individu qui aura du coup potentiellement le même patrimoine génétique, mais pas entièrement parce que vous n'êtes pas exactement la fusion parfaite de vos 2 parents. Vous avez un peu de variabilité génétique qui vous rend unique et qui fait que vous avez peut-être plus de chances de vous adapter à cet environnement plutôt que vos parents l'étaient. Encore une fois, c'est opinionative. Et il y a aussi le troisième point, la sélection naturelle, le fait qu'un individu et une population d'individus mis dans un milieu, on le laisse évoluer et cette population va du coup s'adapter pour être plus apte à survivre dans cet environnement. Pour prendre un exemple un peu simple, imaginons qu'on ait une plaine rocailleuse assez sombre. Si on va lâcher 2 populations de souris identiques, mais qui une est potentiellement blanche et l'autre plus foncée, s'il y a des prédateurs, les souris blanches vont potentiellement plus se faire attaquer et dévorer. Donc au fil des générations, les populations de souris noires ont plus de chances de survivre. Donc elles se sont indirectement adaptées à leur milieu pour survivre et se reproduire et faire des enfants. Donc nous, on va se baser là-dessus pour faire des algorithmes. C'est un peu haut niveau, mais on va y aller. En gros, l'algorithme génétique, c'est l'idée de chercher à vraiment optimiser la recherche de la solution d'un problème, et ça vraiment en se basant sur la sélection naturelle. C'est un concept qui est vraiment pas nouveau, ça date des années 60, ça a été formalisé par John Henry Holland, qui est du coup un ingénieur et une personne qui fait de la recherche aux États-Unis. Pour faire un algorithme génétique, il y a principalement 4 étapes à suivre. Premièrement, il faut qu'on définisse une population. Donc là, c'était clair avec des souris, elles se reproduisent et elles survivent, mais du coup, dans notre, dans notre problème en dur avec du code, comment est-ce qu'on va symboliser ça? Donc si on a un problème à résoudre, notre individu, ça sera une potentielle solution à ce problème. Et quand je dis une potentielle solution, c'est pas forcément une bonne solution. Ça peut être une solution qui est totalement claquée au sol et qui répond pas tout à fait à notre problème, mais qui pourrait être une solution. L'idée, c'est que on va aller faire ce challenge ensemble pour que la meilleure solution arrive à sortir du lot et qu'on se focalise pas sur les individus qui sont claqués au sol. Et donc notre population, c'est du coup cet ensemble d'individus. On peut générer plusieurs individus, ça nous fera une population de solutions candidates à notre problème. L'idée, c'est que nos individus, ils aient des gènes, donc des propriétés qui servent à résoudre ce problème, le problème qu'on essaye de résoudre. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un exemple par la suite. C'est très haut niveau, j'essaie de formaliser. Et l'intérêt, c'est que ces individus aussi, ils soient générés de façon aléatoire pour pouvoir explorer potentiellement tout notre champ des possibilités et avoir vraiment la meilleure solution qui puisse sortir du lot. Donc là, on a une population et on a dit qu'on se base comme dans la nature. L'idée, c'est que ça se reproduise. Et donc, comment on choisit des parents? L'idée, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle une fonction d'évaluation. Je vais appeler ça le calcul du fitness. Je vais utiliser le terme anglais fitness parce qu'en français, on n'a pas vraiment de mot qui convient parfaitement. C'est en gros l'adaptabilité d'une solution. Est-ce qu'une solution est une bonne solution? L'idée, c'est qu'en l'évaluant, on puisse lui donner un score.
Et ce score, il faut qu'il soit relatif entre les individus. Qu'on puisse comparer potentiellement deux individus en calculant leur fitness. Donc on a un individu A, un individu B, on calcule leur fitness et puis on peut voir qu'il y a un individu qui est un peu mieux apte à résoudre notre problème. Et donc, comment on va choisir nos parents? C'est à partir de ce fitness. En gros, si un individu a un fort fitness, il aura beaucoup de chances de se reproduire et de partager ses gènes pour les futures générations. Donc là, on a du coup choisi comment on sélectionne des parents, mais maintenant comment ça se reproduit. En gros, des solutions d'algorithme, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est que on va répartir des gènes des parents pour faire un nouvel individu. Il y a plusieurs façons de faire. Si je prends l'exemple de tableau binaire, imaginons la solution de notre problème, ça serait un tableau binaire. Encore une fois, je vais rester abstrait pour ne pas rentrer dans les exemples tout de suite. Mais si on a un parent 1 et un parent 2, un moyen de créer un troisième individu qui serait à l'image de ces deux parents, ça serait on prend quelques gènes du parent 1, quelques gènes du parent 2, on les assemble et ça nous donne notre enfant. Ça, c'est ce qu'on appelle du croisement en un point, mais on peut le répéter avec plusieurs points. En gros, on coupe nos gènes en plusieurs sections et on prend un coup par un coup par un 2, et ça nous donne un enfant qui, du coup, est encore une fois à l'image de ses deux parents, mais de façon mélangée différemment. Une troisième façon de faire, c'est de façon plus uniforme, c'est-à-dire que pour chaque gène, on va prendre de façon équiprobable, soit un coup par un 1, soit un coup par un 2. On tire un nombre aléatoire entre 1 et 2, et si c'est 1, on prend le parent 1, si c'est 2, on prend le parent 2. Voilà pour les croisements. Donc, on a globalement senti comment créer un nouvel individu à partir de deux parents. Maintenant, il y a ce côté variabilité génétique. Ce que je disais, une personne n'est pas l'exacte image de ses deux parents fusionnés. Il y a cette petite variabilité. Et ça nous permettra d'éviter de l'overfitting. C'est un point que je reviendrai après. En gros, si nos générations, nos descendants ressemblent trop à leurs parents, ils vont avoir tendance à vouloir résoudre nos problèmes de la même façon que faisaient leurs parents et ne pas explorer potentiellement tout notre univers possible. Donc l'idée, c'est que une façon de faire, c'est de aléatoirement potentiellement changer l'état d'un gène. Si on reprend l'exemple de notre tableau binaire, on tire un nombre aléatoire pour chaque gène avec une faible probabilité, généralement 1% ou 1 centième de pourcent. Et si jamais notre score est supérieur à ça, on peut changer l'état du nombre binaire. Donc encore une fois, c'est pour explorer l'ensemble des solutions possibles. Donc voilà pour la théorie. Je vais essayer de vous rendre ça plus palpable avec un exemple, avec le problème du sac à dos, qui est un problème assez classique, le knapsack, on appelle ça en anglais. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le knapsack, le problème du sac à dos? Levez la main. Ok, un bon 20%. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée c'est, on a un sac à dos, dedans on peut mettre une capacité d'objet max de 15 kg. Et on a des objets, une série d'objets, qui peut être grande, petite. Et ces objets, ils ont deux propriétés, un poids et une valeur. L'idée, c'est de trouver la meilleure combinaison qui rentre dans le sac à dos, mais qui maximise la valeur. En gros, imaginons que j'ai plein d'objets, j'ai un petit sac à dos, mais je veux mettre les objets les plus chers dedans, enfin partir avec un sac à dos qui a la plus grande valeur. Mais comme je suis limité en poids, je ne peux pas tous les prendre, donc il faut que je choisisse. Et pour ça, il faut trouver la combinaison. Ça paraît un peu trivial à vue de nez, comme ça on se dit, bah c'est tout con, il suffit de lister toutes les combinaisons, on calcule leur poids, et on regarde laquelle est la meilleure. Sauf que si on réfléchit bien, c'est du O de 2 puissance n, c'est-à-dire que notre ensemble de combinaisons possibles, c'est du 2 puissance n étant notre nombre d'objets. C'est-à-dire, pour faire avec les mains, si on a 10 objets, il y a 1000 combinaisons possibles. Si on en a 20, ça fait du 1 million. Si on en a 30, ça fait du 1 milliard. Et si on en a 100, c'est du 10 puissance 30 combinaisons possibles à explorer. Donc on peut s'en dire que là, quand il commence à y avoir pas mal d'objets, on va pas faire tourner notre CPU à 100% pendant 30 minutes pour essayer de trouver juste une combinaison possible. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de le résoudre avec un algorithme génétique. On a dit, il nous faut des individus. Pour avoir des individus, on a dit, c'est une solution possible à notre problème. Donc nous, c'est une combinaison possible à mettre dans le sac à dos. Et ce qu'on peut intuiter, c'est que ça peut être représenté sur un tableau binaire d'objets. C'est-à-dire, on met un 1 si l'objet peut être mis dans le sac à dos, et un 0 si on ne prend pas cet objet. Comme ça, on considère tous nos objets.
Donc là, on dirait que le premier objet, il serait dans le sac à dos, mais l'objet 6, on ne le mettrait pas dans le sac à dos. Donc ça, c'est une solution possible à notre problème. Encore une fois, je ne sais pas si elle est bonne, je ne sais pas si, encore une fois, si même ça rentrerait dans le sac à dos, mais c'est une solution possible. On va répéter ça plusieurs fois, de façon aléatoire, et ça nous donne une population. Donc on a un ensemble de possibilités de combinaisons à mettre dans nos sacs à dos. On va essayer de faire ça en JS. Donc si on a des objets qui sont représentés par leur poids et leur valeur, on dit qu'un individu c'est potentiellement un tableau de binaire. On peut générer ça avec un array from et un mat.random, c'est-à-dire que je génère aléatoirement la présence ou pas de chaque objet dans mon sac à dos. Donc on a dit qu'on répétait ça n fois pour avoir toute notre population, donc on va créer plein d'individus, et comme on n'est pas des animaux, on va drop un peu de l'audace. Donc on va générer une population de 100 individus. On sait qu'il y a n objets à mettre dans nos sacs à dos, donc on va répéter le nombre de fois notre population, et on va créer un tableau binaire, random en audace retourne un 1 ou un 0 si on ne lui passe pas d'argument. Voilà, petit tips. Donc là, on a globalement réussi à créer une population, c'est-à-dire une liste de solutions possibles à notre problème du sac à dos. Mais encore une fois, ces solutions, elles peuvent être claquées au sol. Voilà. Le point important que j'ai souligné tout à l'heure, c'est le calcul du fitness, c'est-à-dire maintenant on veut pouvoir évaluer si un individu est un bon individu comparé à un autre individu. L'idée c'est que ce soit relatif entre les individus. Un moyen simple de le faire, c'est que on prend notre individu, donc notre tableau d'objets possible à mettre dans le sac à dos. On regarde déjà s'il rentre dans le sac à dos. S'il rentre pas, on lui fout un score de 0. Il a pas, enfin c'est un individu qui du coup ne répond vraiment pas à notre problème parce que les objets peuvent pas rentrer dans le sac à dos. Et si jamais ça arrive à rentrer dans le sac à dos, on va lui calculer la somme totale de ses valeurs. Donc c'est la valeur des objets dans le sac à dos. Comme ça nous permet de comparer entre eux des individus. Donc on a notre fitness. Maintenant, comment on choisit nos parents? L'idée c'est que il y a plusieurs façons de faire, mais pour ce coup-ci, je vais vous montrer une façon qui s'appelle un peu le tournoi. En gros, je vais prendre un petit échantillon d'individus dans ma génération. Je vais regarder lequel est le meilleur. Je refais ça une deuxième fois et j'ai un deuxième parent et on les fera s'accoupler. On est en JS. Donc là, ici, j'ai récupéré 5 individus dans ma liste de population. Je regarde lequel est le meilleur pour ces 5 individus. Ça me donne un parent à chaque fois, et ça me permet d'obtenir mes deux parents. Maintenant, le croisement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on les fait baiser. On a nos deux parents, c'est des tableaux binaires. On va faire du croisement en point, ce qu'on a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que je prends un nombre aléatoire sur ma longueur de mon tableau. Je coupe les deux tableaux, je prends la partie gauche pour le parent 1, la partie gauche pour le parent 2. Je concatène tout ça, ça me donne mon enfant. Ça se fait facilement avec un slice en JS. On s'est basé sur la longueur du tableau, on a coupé et on a nos deux parties. Donc maintenant, si on a suivi, si je revulgarise avec les mains, on avait sélectionné nos deux parents, on a réussi à créer un enfant et il reste la partie mutation, donc la variabilité génétique. On a une petite probabilité là de 1% qu'un objet il change d'état. Changer d'état ici, ça veut dire s'il était dans le sac, on l'enlève, s'il n'était pas dans le sac, on le met dedans. Ça nous permet d'avoir... on fait ça de façon très faible. Il y a peu de chances que ça arrive, mais ça peut arriver quand on fait plein de générations. Ça nous permet encore une fois d'avoir des enfants qui ne sont pas l'image parfaite de leurs parents. Maintenant qu'on a fait toutes ces petites fonctions, on va essayer de tout brancher ensemble. On va régénérer à chaque génération. On va régénérer une même génération à partir de la génération précédente. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne nos parents, on les fait s'accoupler, on mute l'enfant, et on fait ça le nombre de fois qu'on a de personnes dans notre génération. Donc là, en gros, on arrive à prendre une génération et d'obtenir leurs enfants qui ont muté.
Et, et voilà. On va regarder quel est le meilleur individu de cette nouvelle génération d'enfants. Donc pour toute cette population, on parcourt tout et on trie en fonction du fitness et on prend le meilleur. Et ça nous permet d'avoir le meilleur candidat pour cette génération. On va le loguer et en gros on va répéter ça autant de fois qu'on a envie de le répéter pour essayer de converger vers la meilleure solution à notre problème. C'est bien beau, mais pour vous montrer un peu les résultats, j'ai fait une petite app parce que ici on fait du vu. Et donc, bon, plein de paramètres. En gros, là, j'ai un ensemble d'objets qui sont caractérisés par leur valeur et leur poids. Donc là, on voit qu'on a par exemple deux objets qui font 3 kg et qui ont une valeur de 12, un objet qui fait 3 kg et qui a une valeur de 13, et on a un sac à dos qui fait max 10 kg. L'idée, c'est que on va générer 20 générations. Donc la boucle que je vous ai montrée tout à l'heure, je la fais tourner 20 fois. On a une mutation de 1% avec une population de 100. Et là, magnifique, on a notre meilleure combinaison. Donc c'est tous ces objets parmi la liste qu'il y avait au-dessus pour entrer dans le sac à dos. Et ce petit graphe que je trouve assez intéressant, c'est en gros c'est la valeur du meilleur individu par génération. On voit qu'à la première génération, on avait déjà un candidat qui a fait un bon score de 155. Donc c'est bien. Mais après, on a fait s'accoupler toutes les personnes de cette génération, sachant que du coup, ce candidat avait plus de chances de se reproduire, comme il était un bon candidat. Et on a refait ça plein de fois. Et on voit qu'on a convergé vers un plateau qui est à 202. En gros, c'est la valeur d'une meilleure combinaison que nos individus ont réussi à faire. Et on voit qu'on converge parce qu'après, ils essayent d'autres combinaisons et ils se rendent compte que niveau fitness, ça passe pas parce que potentiellement ça dépasse le poids total du sac. Et donc, ils se sont rendus compte, enfin, encore une fois, c'est des tableaux binaires, que la meilleure combinaison était autour de 202. On peut jouer vite fait avec les paramètres. Vous pourrez retrouver cette app à la fin de la présentation si vous voulez jouer vous-même avec tous ces petits potentiomètres qui sont des inputs. Mais en gros, si je mets 100 générations pour, disons, 40 items, je précise que 40 objets, c'est potentiellement 2 puissance 40, c'est-à-dire beaucoup. De combinaisons possibles, capacité de 40, je régénère mes objets, ça c'est la répartition de nos objets, et là, voilà, c'est assez sympa. Plusieurs choses. Déjà, on voit qu'au début, on a un petit palier de 8 générations à 0. C'est-à-dire que pendant nos 8 premières générations, nos individus étaient un peu... ils n'ont pas réussi à trouver une solution, genre une combinaison d'objets qui rentrait dans le sac à dos. Si on fait vite fait des maths de comptoir avec les doigts, on a un sac à dos de 100 kg, on a 40 objets, et les poids des objets varient entre 0 et 20. C'est-à-dire qu'on a 40 objets potentiellement générés de façon aléatoire, donc une moyenne à 20 objets, avec un poids qui varie de 0 à 20, donc une moyenne à 10 kg par objet, et ça fait une moyenne d'une génération de génération aléatoire de 200 kg par combinaison possible. 200 kg, ça rentre pas dans nos 100 kg. Donc là, ils se sont dit, mais on n'arrive pas à trouver une combinaison qui marche. Du coup, ils ont muté. Ils ont vu que les gènes, du coup, étaient recalculés avec le petite variable de mutation. Et là, ni une ni deux, on a un génie qui est sorti du lot, qui nous a fait un score à environ 120 de valeur enfin de somme de valeur d'objets. Et là, du coup, on a un objet, enfin une combinaison qui du coup arrive un peu à sortir du lot et qui déjà est une solution viable, c'est-à-dire déjà que ça rentre dans le sac à dos, donc c'est cool. Mais surtout, ça lui permet d'avoir fortement de chance d'être sélectionné pour les futures générations grâce à notre système de tournoi. Et donc là, les générations d'après, elles ont commencé à arriver à converger jusqu'à arriver à des petits plateaux. Donc là, j'ai mis 100 générations, mais comme on voit que là, on n'a pas eu de chance, c'est qu'on a un individu,
enfin on a peut-être plusieurs individus, qui ont réussi à trouver une meilleure solution, sauf que pas de chance, comme nos tournois de reproduction ils sont aléatoires, ils n'ont pas pu se reproduire. Donc c'est un peu dommage, mais potentiellement si j'avais mis plus de générations, ça aurait tendu, ça aurait convergé vers potentiellement retrouver cette meilleure combinaison. On peut le refaire, par exemple si je mets... c'est où? Génération. Au lieu de 100, j'en mets 200, ça rame, et voilà. Voilà l'exemple en gros. C'est que là, on a retrouvé nos deux individus qui, du coup, n'ont pas eu de chance de se reproduire. Ça s'est reproduit un peu plus tard. Et là, par contre, on a réussi à converger. Donc là, on a un individu qui est ressorti du lot et qui a réussi à se reproduire. Donc, GG à lui. Je vais pas tergiverser plus longtemps sur cet exemple parce que j'en ai un autre à vous proposer. L'exemple des smart rockets, c'est un exemple que je trouve assez visuel, qui est agréable à voir. Donc l'idée, c'est qu'on a un espace 2D et on a des petites roquettes que je vais représenter par des rectangles qui cherchent à aller vers une destination, donc un point. Tout ça en évitant des obstacles. Globalement, je reprends la même structure de code qu'avant, c'est-à-dire le système de mutation, le système de reproduction. Et ce coup-ci, notre ADN, du coup nos individus, intuitivement on arrive à comprendre que c'est des roquettes. Mais qu'est-ce que c'est un peu notre ADN de ces individus? Quelles sont ses propriétés? Quels sont les gènes? Ici, c'est une liste de vecteurs d'accélération. En gros, je dis qu'une génération, c'est 500 unités de temps, et qu'à chaque unité de temps, nos requêtes, elles reçoivent une accélération qui est définie en gros par leur gène. Et ça, généré pour la première génération de façon aléatoire. Donc comme je disais, je reprends les mêmes fonctions globalement que pour mon knapsack, à part du coup le calcul du fitness, donc comment définir qu'une requête a un bon score, comment on se dit que c'est une bonne requête quoi. Et bien pour ça, je me base sur l'inverse de la distance à la cible. L'idée c'est que mes requêtes, je les fais partir aléatoirement dans l'espace, et je regarde les requêtes qui sont arrivées le plus proche de la cible. Ces requêtes-là, elles ont plus de enfin, elles auront un meilleur score de fitness, que des requêtes qui sont arrivées plus loin. Je rajoute un peu de poudre par-dessus ça. Si une requête s'est crashée, c'est-à-dire qu'elle a foncé dans un obstacle ou qu'elle a essayé de sortir du cadre, je la minore, c'est-à-dire que je lui mets un petit malus, je divise par 10 son score. Et à l'inverse, si une requête arrive à atteindre la cible, je lui majore son score, et je le majore encore plus si la requête a été la première à arriver. L'idée de cette petite majoration, c'est que quand nos requêtes elles vont commencer à converger vers notre cible, elles vont y arriver au bout d'un moment, et ben, génération après génération, elles vont essayer de rechercher la trajectoire qui est potentiellement la plus courte, parce qu'on favorise la reproduction de la requête qui est la plus rapide. Donc l'idée c'est qu'à chaque fois elles vont chercher à être plus rapides, enfin elles vont chercher, encore une fois c'est des bouts de JavaScript, pour se reproduire. Et donc, j'adore les applications web, j'ai refait une petite démo. Tada! Donc là, au début, on a nos requêtes qui partent de façon aléatoire. On a un obstacle, on a une cible. On voit que c'est parti de façon un peu random. Mais déjà, deuxième génération, on voit qu'elles ont tendance à vouloir plus monter. Parce que leur score de reproduction dépend de leur distance à la cible. Du coup, plus elles montent, plus elles ont un meilleur score, plus elles ont de chances de se reproduire. Et voilà, on a déjà une petite requête qui est arrivée. Elle a été fortement majorée. Du coup, toutes les autres requêtes ont reçu pas mal de ces gènes. Et on a du coup une population qui commence déjà à converger. Putain, mais elles sont géniales. D'habitude, c'est autour de la 6e, 7e génération, et la génération 4, on a déjà des génies qui arrivent à atteindre notre cible. Donc là, voilà, elles font un truc bizarre au début, ouais, c'est ça. C'est le terme technique en génétique, elles font un truc bizarre. Donc notre première requête, celle qui a réussi à atteindre pour la première fois la cible, au début, elle avait des gènes un peu aléatoires. Et sauf que comme elle a réussi à atteindre, elle a transmis tout son patrimoine génétique. Sauf que elle a une partie de son ADN qui est un peu bancale. Et donc si on regarde, au fil du temps, comme je majore les meilleures requêtes, elles vont tendre déjà à faire moins de petites merdouilles au début. Et point intéressant, on voit qu'il y a toujours des requêtes qui du coup, elles sont principalement toutes stackées au même endroit, mais on a toujours des déviantes. Et c'est là qu'intervient du coup notre mutation. C'est-à-dire qu'on a à chaque génération,
les roquettes, elles ont un petit pourcentage de mutation, c'est-à-dire que nos vecteurs d'accélération, on leur fait... Elles sont trop rapides, elles ont tout flingué. Ouais, c'est ça. Elles ont des chances d'avoir leur vecteur d'accélération un peu plus randomisé. Ça nous permet du coup de- de- d'avoir potentiellement une meilleure trajectoire. On voit qu'elle passe super près du bord parce que c'est la trajectoire la plus courte, quoi. Voilà, tout simplement. Euh, un point que ça arrive pas à tous les coups, parce que c'est comme c'est généré aléatoirement, je vais essayer de vous montrer, c'est que là les requêtes, elles ont globalement toutes le même comportement, au déviant près qui s'écarte un peu de la masse. Mais si on va changer notre parcours d'obstacle et qu'on va le rendre concave, un peu comme ça, là ça va commencer à avoir des choses intéressantes. C'est que là nos requêtes, elles avaient une idée d'une bonne trajectoire pour l'espace précédent, sauf que là on leur change leur environnement, du coup elles commencent à avoir leur score de fitness fortement baissé parce qu'elles n'arrivent plus à atteindre la cible. Du coup elles se disent qu'est-ce qui se passe? On voit que ça commence à s'écarter parce que comme il n'y a pas une requête qui est meilleure que les autres, enfin qui est fortement meilleure que les autres, toutes les requêtes ont potentiellement la même chance de se reproduire. Du coup, ça fait que ça commence à dévier de plus en plus. Et là, on a un peu un système de convergence locale. Ça overfit parce que mon score de fitness, comment je dis qu'une requête est une bonne requête? C'est en fonction de l'inverse de la distance. Quand elles arrivent là, elles voient que la distance, ici, elle est courte. Alors que quand elles sont là, elle est plus grande, du coup elles ont un moins bon score. Du coup elles vont tendre à aller là parce que explorer cet environnement-là, pour elles c'est compliqué, parce qu'elles ont des gènes qui sont très spécifiques à la solution qu'on avait avant. Donc là on pourrait y laisser tourner plein de générations, mais il y a très peu de chances qu'elles arrivent à résoudre ce problème parce qu'elles sont trop... Ah! Je dis ça, mais elles essaient de me faire mentir. Alors peut-être. Non, c'est ça. Elle a obtenu un très mauvais score parce qu'elle est arrivée super loin et elle s'est crashée. D'ailleurs, comportement intéressant, je minore les requêtes qui se crashent. Du coup, ce qu'elles font, c'est qu'elles essayent de pas se crasher. Donc elles font notre petite merdouille au début pour essayer de gagner du temps. Je tourne en rond, et après, mon patrimoine génétique est un peu dépendant du précédent, du coup, j'y vais. Et donc, comme je disais, on peut, avant qu'elle me fasse mentir, on peut y laisser tourner super longtemps. Il y a peu de chances, vu qu'elles sont trop dépendantes de l'environnement précédent, d'explorer l'environnement de cette nouvelle, euh, ces nouveaux obstacles. Exactement. Mais par contre, si vous voulez, je peux rafraîchir. Bon, je fais ça vite. Donc là, j'ai régénéré. On est génération 0. Et là, on a des requêtes qui sont parties autour. Donc là, parce que génération 0, elles ont toutes un patrimoine aléatoire. Donc là, elles ont potentiellement... Ah, on peut avoir aussi un truc intéressant. C'est que il est difficile de façon aléatoire d'arriver proche, enfin d'arriver plus proche que ici. Du coup, elles vont avoir tendance à refaire le même comportement. Mais ça peut arriver que par exemple celle-ci, qui est quand même assez proche, puisse filer des gènes pas dégueux aux générations d'après. Bon, là, voilà, c'est bon. Pareil, setup, si vous voulez jouer avec, il y a des petits paramètres pour changer par exemple la mutation, la taille de la population, ou même la durée d'une génération. Donc, comme je disais, c'est des unités de temps. En gros, là, elles ont 500 unités de temps, et à chaque unité de temps, elles reçoivent un vecteur. Mais on pourrait s'amuser à le réduire pour qu'elles essayent très rapidement d'atteindre la cible. Mais si vous voulez, on pourra voir ça plus tard. Parce que je vois que le temps file. Je coupe ça. C'est bien beau de résoudre par exemple le sac à dos. Sachant que le sac à dos, pour ceux qui connaissent, donc je l'ai résolu avec... Je les résous. Avec de l'algorithmie génétique. Ça nous a pris un peu de temps, mais les vrais savent que en vrai c'est avec de la programmation dynamique qu'on résout le sac à dos. C'est plus efficace que de l'algorithmie génétique. Du coup, quels sont les vrais intérêts, à part faire voler des requêtes dans un plan 2D, de l'algorithmie génétique? Il y a la NASA qui a fait des simulations pour Pathfinder, qui est le robot qu'ils ont envoyé sur Mars, en gros pour lui permettre de trouver des meilleures trajectoires dans un environnement un peu cabosseux. Donc ils ont fait des simulations informatiques avant pour leur modèle de déplacement de leur petit robot. Il y a aussi Sony, bon, qui ont fait un chien robot qui est un peu uncanny, mais un peu vieux,
Et donc ce petit chien, il est censé marcher. Et donc la séquence de déplacement a été générée avec des algorithmes génétiques, c'est-à-dire qu'ils ont simulé ce chien en 3D et ils ont défini en gros un patrimoine génétique de séquences de déplacement. Donc au début, on imagine qu'il avait du mal à se déplacer. Et après, il a convergé vers un système de déplacement qui soit optimal. Et donc ça a sorti ce petit robot. D'autres choses, plus dans la tech, Motorola qui ont pas mal d'applications. Ils avaient des suites de tests sur pas mal d'applications. Et en gros, à chaque fois qu'une personne sortait une nouvelle feature ou un nouveau refacto, il fallait qu'ils exécutent ces tests. Sauf que comme c'était réparti sur plusieurs applications, ils ne pouvaient pas le faire de façon simplifiée. Donc ils ont fait un système d'algorithmie pour choisir le plan de test exact à exécuter en fonction du code qui a été modifié. Encore une fois, c'était il y a longtemps, je pense que maintenant il y a beaucoup plus optimisé. Après, plus dans l'industrie, il y a la possibilité en gros d'optimiser l'organisation et la planification d'une chaîne de production avec de l'algorithme génétique. Comme on a potentiellement des machines qui sont à la suite des autres, on peut réfléchir sur leur emplacement et leur positionnement pour optimiser ça. Et même plus généralement dans l'industrie, c'est pas mal utilisé pour quand on fait des structures, pour essayer de minimiser le poids tout en maximisant l'intégrité structurelle. Ça rejoint un peu le knapsack. En gros, on a deux valeurs qui peuvent être contradictoires et on essaye de trouver le meilleur équilibre. Ça peut se faire en algorithmie génétique. Voilà globalement pour l'algorithmie génétique. Si on fait une rapide conclusion, un rapide tableau de tout ça, c'est pratique et efficace quand on a des problèmes non déterministes. Par non déterministe, j'entends NP complet pour ceux à qui ça parle. C'est-à-dire comme le knapsack, c'est que on n'arrive pas de façon non polynomiale à trouver une solution directe. Donc on peut explorer notre espace avec des algorithmes génétiques. Donc en gros, c'est le problème du knapsack. Compliqué à résoudre à la main en brute force, on peut utiliser des algorithmes génétiques. Après, un truc qui est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais j'ai pas cherché à résoudre les problèmes. J'ai pas cherché à coder quelle est la meilleure trajectoire ou à coder comment trouver la meilleure combinaison. J'ai cherché à coder comment évaluer si une solution était bonne. L'intérêt, c'est ça, c'est qu'en gros, quand c'est plus facile de chercher à évaluer une solution plutôt que de trouver cette solution, l'algorithme génétique, c'est stylé. Après, ça peut être sympa parce que ça a ce que j'ai appelé une convergence constante. Mais en gros, une génération, ça prend toujours autant de temps à être exécuté. Là, nos requêtes, elles mettaient toujours autant de temps à essayer d'atteindre notre cible. Notre knapsack, la sélection du meilleur individu par génération, c'était pareil à un temps constant. Donc on peut potentiellement chercher à paralléliser ça et à optimiser sur plein de serveurs AWS parce qu'on a des crédits, de trouver la meilleure solution. Côté point négatif, paramétrage complexe, comme vous avez pu voir sur le knapsack, il y a plein de petits paramètres à essayer de régler, que ça soit le taux de mutation, la fonction de crossover, c'est la fonction d'accouplement des parents. Et tout ça, ça peut être compliqué à trouver quelle est la meilleure, à essayer de chercher. Commence à y avoir pas mal de littérature là-dessus sur comment trouver la meilleure solution, mais ça reste un point négatif. Après, convergence locale, c'est ce qu'on a vu avec les requêtes. Une fois qu'on a un espace, par exemple là, convexe qu'on avait dans nos requêtes, notre fonction d'évaluation qui prenait en compte la distance à la cible, ça faisait qu'elles avaient tendance à vouloir aller au fond de la... plutôt concave, ouais, pas convexe. Concave, elles ont envie d'aller au fond parce que c'est plus proche de la cible que d'essayer de faire le tour parce que c'est compliqué. Et après, convergence lente est pas garantie parce que, donc là, une génération, c'est un temps constant, mais il faut potentiellement beaucoup de générations pour arriver à atteindre une meilleure solution. On l'a vu avec le knapsack, quand on avait 40 objets, il nous a fallu 200 générations. Donc là, ça va que c'était un exemple un peu simple, mais en gros, on a besoin potentiellement de pas mal de générations. Et c'est pas garanti. Je voulais pas montrer avec le knapsack, mais si je mets potentiellement énormément d'objets avec un sac vraiment petit, il y a peu de chances qu'ils arrivent à trouver la solution parce que ça demande une toute petite combinaison d'objets. Or, il y en a beaucoup possibles pour mettre dans le sac à dos. Donc, aléatoirement, il y a peu de chances qu'ils arrivent à trouver cette toute petite combinaison d'objets. Donc, c'est pas garanti.
Voilà globalement pour l'algorithme génétique. Si ça vous intéresse de retrouver ces petites applications, les slides et même mes réseaux sociaux, vous pouvez scanner ça, il y a tous les liens qui sont disponibles. Et qui plus est, si jamais suite à ça, ça vous a inspiré pour coder des algorithmes génétiques, faites-moi un petit MP, un petit DM pour me dire ce que vous avez fait, quelle en était l'utilité, ou si ça a été de la grosse merdouille et que ça n'a absolument pas résolu votre problème et que vous avez gâché 2 jours de votre semaine, dites-le moi, ça m'intéresse. Je prêche un peu pour ma paroisse. Chez Indie, on recrute. On a pas mal de postes tout niveau qui sont disponibles, donc si ça vous intéresse de bosser dans une équipe un peu stylée avec une stack moderne, vous pouvez regarder cette vidéo de développeur libre qui nous a fait un interview dans lequel j'ai été interviewé. Regardez, c'est moi. Et donc YouTube, développeur libre, Indie, et vous voyez un peu comment on travaille, notre stack et quels sont les trucs cool sur lesquels on bosse. Voilà globalement. Merci pour votre écoute et pas de questions.